qui on est en train de faire certaines choses. C'est tout à fait... Oui, 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 non, sérieux. Comme Maman Ida est là, je me souviens encore de ce qui avait été souligné. Maman Ida a dit que ça se traitait. Je crois que c'est le traitement qui continue. Alors, comme vous l'avez déjà vu, Maman Ida est à l'écran avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Mais surtout, nous allons parler d'un thème bien spécifique. Hein. Nous étions tout à l'heure avec Khalif de l'ancien groupe Phoenix, n'est-ce pas? Oui. Et avec cette très belle chanson-là et surtout la particularité... Non, c'est pas Phoenix, c'était... ce sont ses frères, mais il a des fois participé à certaines œuvres avec... voilà, il a fait... Et Khalif, donc, quand même, qui a parlé... À Posso, je crois. C'est à Posso, non? À Posso. C'est à Posso? Oui. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette chanson. C'est une très belle langue, très belle à entendre. Voilà, un de nos dialectes chez nous ici au Togo. Maman Ida est là. Vous avez demandé, redemandé. Et maman fait des escapades furtives au pays de Béanzin sans moi. Il fallait que je dise tout ici. Et maman est de retour magnifique à souhait, et bon, comme toujours d'ailleurs. Et je sais qu'à part le Bessamé que nous avons essayé tout à l'heure, maman, vous voyez, on a été marqués, hein, 4 ans, mais on n'a jamais oublié ça. Jamais. Voilà. Oh, on reprend? Oui, vous commencez. Non. Non, quoi? Non, elle ne veut pas ça. Alors, Bessamé. D'habitude, c'est Alléluia. Alléluia. D'accord, on reprend. Oui. Bessamé. Attention, c'est Bessamé. Ce que vous voulez dire là n'est pas bon. Voilà. Maman. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, a perderte después. Au moins, tu as compris noche. La noche. La noche. Ça veut dire? Noche. 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 Allez, maman, bonne arrivée, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour, mes très chers. Depuis que j'étais assise là-bas, je n'arrêtais pas de rigoler. Je dis, mais c'est incroyable. C'est vraiment le cachet de nectar. Nous faire mettre de bonne humeur chaque matin. Vous vous embrassez, vous vous auto-embrassez. Oh, Elias. Maman, vous non, traite, mais c'est passionné, quoi, ce que je dis. Et c'est vrai, je suis dans une certaine forme quand j'arrive vers vous. Et donc, je voudrais saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Contente de vous revoir. J'ai été absente... 3 semaines, maman. Oh, tant que ça. Oui. C'était 3 semaines pleines pour moi. Et je voudrais tout de suite vous donner un petit truc par rapport à ce que nous discutions tout à l'heure. En fait, entre la balance noire et blanche, qu'est-ce qui fait triompher? C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Donc, il faut intégrer la foi dans le processus de réussite. Et 5 points que moi j'ai retenus parce qu'on me l'a enseigné. Les 5 points de la réussite, c'est tout d'abord trouver la bonne idée, décider. Donc, il ne faut pas trouver seulement parce que ce n'est pas des élucubrations dans la tête. Il faut décider. Avec son cœur, avec sa fermeté, il faut décider. Et en 2e point, prier. 3e, planifier. Se demander qu'est-ce que moi, avec ma petite capacité, je peux. Et en fait, petite capacité, c'est nous qui pensons toujours comme ça. Nous sommes grands. Et il faut rêver grand pour pouvoir réaliser ce qu'on veut. Donc, planifier, voir un peu ce qu'on a, ce qu'on peut mettre à disposition. Si j'ai que 50 francs et que je rêve d'acheter une voiture, bon, il va falloir que je réfléchisse sérieusement et que je prie très fort. Le 4e point, c'est d'agir maintenant. Une fois qu'on a planifié, avec ces plans-là, on peut commencer à agir.
Et le 5e point et le dernier, c'est d'analyser les résultats. Il a Yeah. parlé d'analyse tout à l'heure. C'est vrai, il faut analyser les résultats et recommencer le cycle jusqu'à ce que l'idée vraiment s'accomplisse, se réalise. Merci. Voilà la petite parenthèse que je voulais ajouter. Merci, maman. C'est que quand maman est là, c'est tout autre chose, quoi. vrai. Franchement. Nous-mêmes, nos brains prennent du nectar sain. Et ça nous donne encore beaucoup plus. Merci. Et on va poursuivre sur cette même lancée-là avec notre très belle Armande qui est dans le thème, enfin, c'est vraiment, ça se passe entre Armande et maman aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée... Internationale d'action pour la santé des femmes. Alors, voici ce que maman a dit. La première chose, il faut avoir la bonne idée. La deuxième des choses, il faut prier. Prier. Puis la troisième, il faut agir. Non, Planifier. Donc, on a eu la bonne idée, on a prié, on a planifié tout à l'heure en salle de maquillage. Oui. Donc maintenant, là, c'est l'action, sinon je vais t'engager en direct. Vous êtes compris. On s'est compris. Là, Oui, non, j'étais témoin. Donc, on va baisser vos micros, light, prends 30 secondes, coach là, et puis nous revenons. 30 secondes. Voilà, oui, 30 secondes. Okay. Voilà. Coaching. Instant coaching. En attendant, donc. Cool. Non, vous et moi, on se regarde On se regarde. et on parle. Alors, ben, ça met. Mais ça, mais. Ben, ça met les gars. Et ben, ça, mais comme tu veux. Eh ben, ça met, alors. Ni ben, eh ben, ben, t'as bord. Je sais, ben, ça, mais. Bien. C'est bon, on est prêt. Oh, Armande. Donc, je reviens. Armande, nous sommes avec toi. Alors, je disais tantôt qu'aujourd'hui, c'était la journée d'action pour la santé des femmes. Et cette journée a été créée en 1987 par l'Organisation des femmes pour le droit à la santé des femmes. Et cette journée a été créée pour notamment sensibiliser les populations et pousser en fait les gens à pouvoir prendre soin de à pouvoir prendre en compte la santé des femmes. Et cette année, le thème de l'année de 2024 par rapport à cette journée, c'est l'hygiène menstruelle, la santé menstruelle des femmes. Et du coup, on aimerait, maman, vous poser quelques petites questions pour pouvoir entrer dans le vif du sujet au Togo. Quels sont les défis auxquels sont confrontées les jeunes filles par rapport à leur santé menstruelle au Togo? Alors, quand tu dis au Togo, j'aimerais pouvoir me référer à certaines statistiques que malheureusement je n'ai pas, faute d'avoir peut-être eu le temps de me documenter sur la question. Mais c'est un défi permanent pour les jeunes filles et leurs mamans dès le premier instant qu'on appelle la ménarche, c'est-à-dire les premières règles. Alors, il y a des jeunes filles aujourd'hui, elles sont au courant parce qu'on en parle, mais à l'âge de la puberté qui est de plus en plus précoce, ça aussi c'est un autre point à voir. Beaucoup de jeunes filles ne sont pas instruites sur la question. Donc elles ont besoin de la présence d'un adulte, notamment de leur mère. Un adulte bienveillant qui leur enseigne ce que cela veut dire. Donc, si ce n'est pas possible, nous conseillons aux parents de venir en consultation avec la petite pour qu'on lui explique tous les tenants et les aboutissants de cet appareil génital qui commence à s'éveiller. Et donc, si je me réfère à ma pratique médicale, je dirais que les jeunes filles, quand elles ne savent pas, elles paniquent. Elles ne savent pas comment prendre en charge cet événement qui survient. Donc, la mère ou le père, quelquefois, qui est parent unique, est obligé d'investir dans la recherche d'une personne compétente, peut-être, ou alors de venir en consultation. Il doit pourvoir chaque mois à l'achat des garnitures et le
regard sur la petite fille doit changer automatiquement pour la valoriser et lui faire comprendre que maintenant, tu deviens femme. Donc, attention à ton comportement. On ne joue plus dans le sable, même si on a 9 ans. Donc, les jeunes filles commencent leur menstru maintenant entre 9 et 11 ans. Il y en a des précoces même qui sont à 8 ans. 8 ans? Alors, on ne sait pas si c'est le développement hormonal alimentaire. Ou soit c'est héréditaire, on ne sait pas. Ou, oui, ça peut... En tout cas, ça change avec l'époque. Okay. Et donc, il faut acheter les garnitures, il faut leur apprendre les mesures d'hygiène. Parce que sur le parcours, il peut y avoir la douleur. Et souvent, elles sont présentées pour la douleur. Cela peut venir après plusieurs mois parce qu'elles ne le disent pas vraiment. Elles se disent que, bon, on m'a expliqué que c'est une chose naturelle, donc je dois supporter. Et il faut faire attention à ça parce que, au fur et à mesure que cette douleur se précise, ça peut virer vers l'endométriose, mais peut-être pas aussitôt. Donc, chez la jeune fille pubère, on va arriver à trouver des problèmes d'infection, quelquefois, des problèmes de développement supplémentaire qui donnent à penser, parce que certaines jeunes filles, une fois qu'elles sont transformées, elles dépassent en taille leurs parents, leurs mères, elles sont vraiment... Il y a une maman qui marchait, oui, vraiment, qui marchait avec sa fille de 11 ans, elle avait cette gamine à ce moment-là. Et il y a un monsieur qui s'approche, il dit, vous êtes belle, jeune fille. Et la maman le regarde, qui dit, mais attention, hein. Vous risquez, gros. Ça m'est arrivé au mariage de M. Ataï. Il va falloir comprendre parce que c'est très grand, c'est très profond. Et donc, les défis de la jeune fille au début de la menstruation, c'est ça. La douleur peut-être, l'hygiène surtout, lui apprendre à changer de garniture quand il le faut, parce que d'abord, il faut lui inculquer la hantise de se tacher, donc lui apprendre à vérifier régulièrement quand elle va aux toilettes si sa garniture est correcte. Maintenant, on a des garnitures de plus en plus efficaces qui, comme les couches de bébé, absorbent et ne transpirent pas, enfin, ne laissent pas transparaître. Et nous avons insisté beaucoup dans les écoles, dans les villages, pour que les latrines soient séparées pour les jeunes filles et pour les garçons. Cette occasion permet d'insister là-dessus, parce que, à tout prendre, on a des jeunes filles qui se lancent dans l'absentéisme parce que, sur cette période-là, elles ne peuvent pas aller à l'école. Soit parce qu'elles ont mal, soit parce qu'elles n'ont pas les commodités pour aller se changer. Vous êtes dans la salle d'eau et un garçon rentre, etc. Donc, il y a des situations de confort minimal qu'il faut instaurer pour la jeune fille, pour la jeune femme et, ma foi, placer grosso modo, c'est ce que je voudrais dire d'entrée de jeu. D'accord. Et par rapport à ce que vous venez de dire tout de suite, il s'avère qu'ailleurs, il y a une loi qui est en train d'être votée pour pouvoir permettre à ce que certaines femmes aient des congés lors de leur menstru. Mais cela a été refuté. Est-ce que vous pensez que ce serait une chose qui pourrait être appliquée au Togo? Alors, d'abord, c'est... That's a good question. Yes, that's a good question. D'abord, je crois que ça sera une trop grande occasion de stigmatisation. D'accord? Ce phénomène est un phénomène, la plupart du temps, naturel, que nous assumons en tant que femmes. Donc, je ne pense pas qu'il faille donner des congés sur cette période-là. Par contre, dans certains cas d'endométriose ou de douleurs violentes, tout le village sait que Amina passe ses règles.
tellement ça fait mal. Alors, le médecin peut délivrer un repos sur la période. Mais en même temps, c'est l'occasion pour faire des investigations et trouver un traitement parce qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de traitement pour l'endométriose, sauf de balayer les règles pour un temps suffisant, au moins 6 mois, sinon plus, et les foyers ectopiques qui sont éparpillés un peu partout vont s'éteindre. Donc, on peut quand même trouver des solutions. L'essentiel, c'est de faire appel. Je crois que les femmes doivent savoir qu'il y a des personnes qui se battent pour elles. Moi, je me souviens, j'ai donné un repos médical à une femme et je crois que c'est le directeur, parce que bon, la façon dont il m'a parlé, il me dit, mais comment, dans votre personnel, si on vous supprimait un employé comme ça pendant 15 jours, qu'est-ce que vous diriez? C'est pas possible. Alors je dis, écoutez monsieur, cette femme a besoin de ce repos pour la situation qu'elle vit. Envoyez-moi votre médecin d'entreprise et je lui expliquerai. C'est tout. Bon. Parce que il y a des femmes et des médecins qui se battent pour les aider. Donc je crois qu'il faut qu'elles fassent appel quand elles ont des problèmes. Merci beaucoup, maman. Alors, sur les réseaux, on voit maintenant des femmes qui proposent le service de serviettes hygiéniques réutilisables. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est de bonnes pratiques? Cela a donné des résultats, on va dire. C'est la petite cup, par exemple. Hein? La petite cup que l'on insère et qui recueille le flux menstruel. Il faut que cette petite coupe-là s'adapte bien au col pour ne pas gêner. Et cette coupe sera vidée régulièrement sur la journée. Il y a des espèces de slips étanches qu'on peut acheter. Et c'est vrai que le coût des garnitures, parce que dès qu'il y a une utilisation absolument, j'allais dire, fréquente, intempestive, les prix montent. Claire. Oui. C'est le commerce. Et donc, ça devient un enjeu sérieux de trouver des bonnes garnitures à un prix abordable. Et c'est un problème financier réel quand on compte le tout sur l'année. Donc, c'est d'utilisation. Enfin, on a essayé de faire percer ces méthodes-là, mais je ne peux pas affirmer qu'elles ont vraiment réussi. Je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent de temps en temps pour voir, peut-être occasionnellement, mais ce n'est pas de pratique courante chez nos patientes que je sache. Quelquefois, on peut penser que le sang qui est emmagasiné peut remonter quand on s'assoit et que ce n'est pas évident. Donc, je serais réservée par rapport à cela. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. C'est vrai, mais si la maman n'a pas l'habitude de parler de ce côté, c'est gênant. Donc, on revient sur la première partie. c'est gênant d'en parler. Moi, j'ai eu mes menstrues et je n'ai rien dit. Ma mère a fini par me découvrir seule parce que j'étais très gênée. La garniture efficace revient très cher de jour en jour. Les prix des garnitures augmentent et c'est très compliqué, surtout pour les jeunes filles. Même s'il y a des parents, ce n'est pas tous les mois, il faut aller les voir. Après tout, c'est quelque chose d'intime. Je voudrais qu'on touche à tous ces préjugés, ces a priori qu'on a tout autour de cela. Quand on parle des menstrues ou de la menstruation, c'est vraiment un sujet à la fois normal et tabou encore sous nos cieux. Et ça, c'est pas juste quand la jeune fille commence, hein, c'est jusqu'au mariage. Même dans le mariage, on a eu des débats sur ce plateau où, voilà, dans des couples, il ne faut pas approcher la cuisine. La cuisine, oui. Elle ne fait pas la cuisine, elle ne rentre pas dans la chambre. C'est vrai. Ah ben voilà, donc, alors, déjà à la base, on sait que c'est physiologique, c'est quelque chose qui est normal.
Maintenant, pour une maman, comment est-ce qu'on parle on se prépare pour une maman ou pour un papa, hein, comment est-ce qu'on se prépare à parler à sa fille oui, monsieur Ataï, on sait que vous êtes concerné dans plusieurs années quand même, mais vous êtes concerné. Comment est-ce qu'on emmène ce sujet de discussion? Si on n'a jamais emmené ce sujet, comme peut-être notre téléspectatrice, il y a beaucoup qui c'est venu et tu as peur ou tu as même honte d'aller vers la maman ou le papa pour pouvoir lui... Comment on emmène ce sujet pour parler de menstruation? Et quelle est la bonne méthode? Est-ce que ce sont les tampons? Est-ce que ce sont les garnitures? Est-ce que, parce que bon, les zones rurales, on parlait de serviettes, justement, eux, ils utilisent, ils relavent. Et il y en a d'autres, même, c'est même pas ça, c'est juste un bon pain qu'on prend. Tchac, 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 tchac. Puis le tour est joué. Voilà, avant ok. D'autres, il faut qu'on en parle. D'autres utilisent des papiers hygiéniques. Oui. Est-ce que ça aussi c'est bon ou La pas? manière là. Et enfin, que faut-il faire de cela? Qu'est-ce qu'il faut enseigner à la petite fille, peut-être à commencer, sur l'hygiène même corporelle, et que faire de ce tamas-là de sang, de garniture, voilà. Tout ça, ce sont des choses il faut qu'on en parle à cœur ouvert. J'aimerais qu'on explique aussi vraiment les règles. Pour ceux qui ne savent pas, pour les hommes qui suivent, c'est quoi vraiment les règles? Il faudrait qu'ils comprennent. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Quelqu'un a dit, nous sommes tous faits de règles. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Nous venons parce que les règles se sont accumulées quelque part et ne sont pas sorties. Voilà. Oui. En fait, lorsque la petite vient chez nous, éventuellement, et je voudrais que les parents prennent dans l'écoute de ce que je vais dire, nous avons des schémas pour montrer le système génital féminin qui est caché absolument. Donc, il vient de se révéler. Il vient de se révéler parce que les ovaires ont commencé à recevoir l'impulsion des hormones. Tu as commencé à grandir, ma fille. C'est super. Il faut l'encourager. Il faut lui... Oui, absolument. Le parent doit encourager sa oui, fille. Oui. Ah. Comment ça se prépare d'avance? C'est-à-dire le parent se prépare d'avance ou c'est comment? Bon, moi je dis que les parents doivent tout faire pour rester dans la positivité s'ils veulent que leurs enfants grandissent normalement. Les enfants sont exigeants maintenant. Si tu ne sais pas faire, il va te répondre. Parce qu'il a appris ailleurs, on répond. Ce n'est plus dans notre éducation maintenant. Donc, il faut essayer de s'adapter, de s'ouvrir par le dialogue, les lectures communes, les commentaires communs sur la télé. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui passent, que les parents peuvent saisir comme occasion pour dire voilà comment il faut se tenir. Lorsque vous voyez dans un film 2 personnes s'embrasser et que votre gamine de 8 ans est là, ne pensez à rien d'autre que de la voir s'identifier à la personne de sexe féminin qui se fait embrasser là-bas ou qui embrasse. Clair. Il y a une espèce d'identification à l'image dans la télévision. Donc, si le parent est là, il peut te dire un mot, tu sais, ça sera pour plus tard. Il faut te réserver parce que tu dois réussir tes études, etc. Et on commence à parler. Et la petite se détourne un peu de la télé, elle regarde papa, regarde maman, et puis elle dit « Ah bon, de quoi vous parlez ?» Bon. Elle n'aura peut-être rien compris, mais elle saura que la prochaine fois qu'elle aura une inquiétude, elle peut poser des questions. Restons ouverts. Ça, c'est la première chose. Donc, le parent doit encourager la petite pour dire « Cette affaire-là, ça va arriver tous les mois. Tu es prête ?» Ça s'appellera « Assumer ta féminité ». Tu deviens femme. Tu n'es plus une petite fille, tu n'es plus une gamine. Alors, dans ton ventre, en fait, il y a un appareil qui permet de faire des bébés. Mais c'est quand tu le voudras, plus tard, quand tu vas te marier. En attendant, cet appareil-là reçoit des hormones qui font que tu grandis, tu changes. Les seins t'ont apparu d'abord,
2 ans plus tard, les règles arrivent. Tout ça, c'est la féminité. Donc, si les enfants viennent chez nous, on leur montre le cycle ovarien, le cycle utérin et comment ça se passe. Alors, je voudrais insister sur le cycle utérin, qui est celui qui nous intéresse. Lorsque les hormones arrivent pour faire monter la muqueuse utérine et recevoir un bébé, parce que c'est dans l'ordre des choses, la nature a fait ça comme ça, eh bien, la muqueuse s'organise en dentelle vasculaire à l'intérieur de l'utérus pour recevoir le bébé. S'il y a un bébé, il s'insère là et il commence à grandir, à se former et à sécréter des hormones qui prennent le relais pour que le plateau reste plateau, se transforme, etc. S'il n'y a pas de bébé, eh bien, au bout de 14 jours, le lieu d'où l'ovaire a émis son ovule, qui est parti comme ça, qui n'a pas été fécondé, ce lieu-là va cicatriser. On dit que le stroma ovarien a cicatrisé au bout de 14 jours exactement, après la ponte ovulaire. Et après ces 14 jours-là, toute cette dentelle vasculaire se ramasse et ça fait les règles. Vous voyez? Donc, ça se décape et ça fait les règles. Les règles vont durer 5 jours au maximum, peut-être 7 jours, ça dépend, entre 3 et 7 jours. Puis, la muqueuse va recommencer sous l'égide des hormones. Ouais. Voilà. Donc, il y a 2 types d'hormones qui fonctionnent comme ça, les œstrogènes et les progestérones, les progestatifs, enfin bref. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la jeune femme a les règles? Ce décapage-là doit sortir sans obstacle. Mais quelquefois, l'utérus est antéfléchi, il y a comme une coudure sur le col. Et la sortie se fait par secousse, par petites contractions qui font mal au ventre. Donc, on a des médicaments qui sont des antiprostaglandines, c'est-à-dire qu'elles ont le pouvoir de relaxer le col et de permettre un flux normal qui s'écoule. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose à faire lorsqu'il s'agit des douleurs. Il faut aussi vérifier la petite fille, enfin la jeune femme pubère pour voir si l'utérus est normal, de quoi on part. Sur les 2 premières années, le cycle peut être irrégulier. Okay. Mais ce n'est pas grave. On dit que l'arbre hormonal va s'installer. Et puis après, ça devient irrégulier. Si cela perdure, il faut appeler au secours aussi. Il faut aller consulter le gynécologue. Voilà. Et donc, je ne sais pas si elle a posé une question particulière. Oui, alors donc c'était là on a vu comment ça se déroule et tout ça. Maintenant, il faut aussi créer, comme vous l'avez dit, les circonstances pour pouvoir instruire la petite, pour lui dire que voilà, c'est tout ça et tout ça. Maintenant, parlons de l'hygiène après, pendant et après. C'est-à-dire que est-ce qu'il est bon de faire utiliser des tampons à une petite? Faut-il préférer la garniture? Faut-il passer au papier hygiénique? Faut-il couper les bouts de tissu? Et comment gérer ces déchets? Enfin, si on peut le dire, ces déchets-là. Oui, en effet. Alors, la poubelle, c'est la poubelle. La poubelle qu'on a dans sa douche, on met dans un sachet parce que quand le sang fermente, ça peut avoir des odeurs et on ne peut pas les accumuler non plus. Donc, on met dans un sachet, on attache des petits sachets qui vont avec certaines garnitures ou alors des petits sachets qui sont hermétiques ou alors des petits sachets à 25 francs. On attache toujours, on ne jette pas comme ça parce que c'est notre sang, c'est précieux. Et on sait que de façon totémique, on pourrait faire n'importe quoi avec. Donc, il faut faire attention. Maintenant, sur la période de menstrue, au moins 3 fois par jour, il faut aller à la salle d'eau. Le matin, se laver, absolument. Parce que
ce qui est recommandé pour les petites jeunes filles, c'est quand même les garnitures. Parce que les tampons vont... D'abord, ça peut faire mal à l'intromission, à l'insertion. Il y a les bourrelets hyménéaux qui sont là, qui risquent d'être blessés. Ok. Donc, il vaut mieux ne pas tenter le tampon chez la petite jeune fille qui est vierge. Ok. Préférez les tampons. Et donc, Les garnitures. préférez, pardon, les garnitures. Oui. Voilà. Et lorsque l'on enlève la garniture, moi, je pense qu'il faut se familiariser avec ce qui vient de nous-mêmes. Et la jeune fille pourrait mettre de l'eau sur la garniture, rincer, presser et voir la quantité qu'elle a pu émettre. Oui. C'est un test de reconnaissance de savoir si on est en hyperménorrhée ou en hypoménorrhée. Okay. Savoir à quel jour ça devient vraiment énorme et savoir faire appel donne des compléments, genre des anti-anémiques. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui saignent beaucoup sans le dire et qui, au final, sont anémiées de mois en mois. Donc, il faut une expertise personnelle, il faut l'apprendre. À midi, il faut trouver le temps d'aller à la douche pour se remettre au propre. Alors, ça fait déjà 2 garnitures. Et puis, le soir, il faut avoir une garniture qui permet de ne pas se tacher. Donc, il faut mettre une garniture. Il y en a des spéciales pour la nuit qui permettent de dormir tranquille sans s'inquiéter. Il faut laver la vulve, comme nous avons appris toujours, hein, avec un carré de serviette pour décrotter tous les petits caillots qui se seraient attachés au poil, afin qu'on ait une bonne sensation de propreté en remettant une garniture propre. Mais quelquefois, on n'est pas chez soi. Alors, il faut avoir des petites serviettes qui permettent, ou alors avec le papier qu'on va jeter après dans la poubelle, un papier mouchoir, on se nettoie correctement avant de mettre une autre garniture. Voilà ce que je peux dire sur l'hygiène. Et quelque part, il faut veiller à ne pas être constipé. Parce que si vous êtes constipé et que ces éléments se passent sur la période, vous risquez des embarras gastriques. Oui. Parce que l'utérus devient sensible au péristaltisme intestinal et tout. Et certains disent, je sens des choses bouger dans mon ventre. En fait, l'hygiène intestinale aussi va de pair avec l'hygiène menstruelle, l'hygiène de la femme. Maman, la grande question. Ouvrez les guillemets, 2 points. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Pour les messieurs, pour des personnes de certain âge, et bien sûr pour notre culture générale à tous, oui. Regardez bien votre caméra, maman, et répondez à cette question. Le sang des règles ou des menstrues est-il sale ou pas? Alors, j'ai prononcé le nom de totem tout à l'heure. Le sang des règles n'est pas sale. Médicalement parlant, ce sont des globules rouges. C'est du décapage de sang qui reste dans l'utérus et qui doit être évacué. Ce sang provient des vaisseaux de la muqueuse utérine qui se sont multipliés pour accueillir le fécondé, c'est-à-dire la personne humaine qui va venir. C'est de là qu'il va tirer toute sa nourriture. C'est un réceptacle magnifique, l'utérus. Donc, on ne peut pas dire que c'est souillé. Maintenant, il est vrai que ces éléments sont tellement puissants que nos grandes personnes, si je puis dire, ont décidé de ne pas les mêler à une certaine pureté d'action incantatoire ou opérationnelle dans certains domaines un peu mystiques ou de fétiche. Voilà.
Parce que les règles confèrent quand même un certain pouvoir de vie qui n'a pas tenu. Et c'est peut-être ce principe qui permet de dire que c'est négatif. Ça va négativer ce que ça touche. Et dans certaines contrées de ce pays, quand tu as les règles, tu ne rentres pas dans la chambre de ton mari parce que c'est chambre séparée. Tu ne fais pas à manger. C'est la maman, la sœur, c'est quelqu'un d'autre qui fait à manger. C'est une règle. Et je crois qu'il faut la suivre parce qu'on ne va pas s'émanciper du jour au lendemain comme ça. Et cette émancipation-là même, qu'est-ce que ça nous apporte? Sinon le disrespect de nos coutumes. Moi, je pense qu'il faut chercher à l'intérieur de nous-mêmes ce qu'on veut encenser ou pas. Et des us et coutumes, il faut en prendre, il faut en laisser. Donc, vraiment, je pense que si vous venez d'une famille où cette affaire-là existe, il faut la respecter. Il faut la respecter. C'est pas méchant du tout. C'est sûrement explicable. Moi, je n'ai pas l'explication. J'ai seulement des suppositions, mais je pense que c'est explicable. Alors, maman, là, il y a comme toujours plusieurs questions. Hein, donc, on va vous faire plaisir quand même pour deux ou trois questions. Bonjour, Nectar, s'il vous plaît, maman. J'aimerais que maman nous explique s'il est bon ou mauvais de raser les poils pubiens. Julienne, depuis Agoué, Zongo. Vous êtes Zongo. Je salue toutes mes sœurs de Zongo. C'était important de le préciser. Bachana aussi vous salue. Il est... Bon, bref. Alors, est-il bon de raser les poils pubiens, maman? Les raser, non. Les couper, oui. Vous me demandez c'est quoi poil pubien, monsieur Ataï? Oh, j'ai dit ça. Ah, d'accord. Allez-y, maman. Les poils qui poussent chez la jeune fille au niveau de la vulve. Ces poils-là ont une fonction qui est de protéger l'intérieur vaginal, donc de stopper un peu les microbes, de canaliser un peu les urines pour qu'elles ne s'éparpillent pas dans l'entrejambe, etc. Alors, si ça devient gênant ou que ça accumule un peu trop les odeurs, les malodeurs, il faut peut-être tondre, mais pas couper. Pas raser entièrement. Pas raser. Parce que lorsque vous rasez jusqu'au follicule, lorsque le poil ressort, il ressort un peu plus dru et il se recourbe. Et vous risquez d'avoir des folliculites. Des petits boutons. Là. Parce que le sébum sort avec le poil en même temps et il se recourbe et ça repique. Hey, ça fait mal, hein? Donc, il ne faut pas raser. Il faut couper à ras. Et je crois que... Quand tu vois les gens... Pardon. Est-ce que nous pouvons laisser maman... Merci de continuer. Voilà, les personnes qui le font pourront le dire. Il faut couper à ras si on peut, mais ne pas déshabiller le follicule. Et pour les hommes alors, qui rasent, est-ce qu'un homme doit raser ou pas? En principe, les hommes ont, je vais dire, des poils qui sont drus aussi, parce que c'est assez fort, mais peut-être plus long à certains endroits, qui fait qu'ils acquièrent la souplesse. Ce n'est pas heurtant. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les femmes à se raser? C'est probablement l'accumulation des odeurs, la facilitation du rapport sexuel. D'accord? Donc, ces éléments-là sont à prendre en compte, je pense. Mais chez les hommes, lorsque un homme se lave correctement, en prenant le temps, moi je dis toujours au moins 3 minutes, bien se savonner. Monsieur Ataï. Il y a des gens, le corps entier, c'est que la venue dans la douche, l'eau, le corps entier. 1 minute 30 secondes. Séché. 1 minute 30 secondes. 3 minutes. Monsieur Ataï. Non, elle parle pas de monsieur. Elle parle pas de moi. Hein. Non. Est-ce qu'on a cité de nom? Mais c'est vous qui nous avez donné ce témoignage. C'est pourquoi je Oui, 1 minute 30 secondes. on vous interpelle. Voici la douche vous chasse. Il a encore dit ça. La douche vous chasse, vous rentrez.
Non, mais sérieusement parlant, il faut bien se savonner, il faut avoir une bonne impression de propreté. Et les hommes aussi peuvent, j'allais dire, charrier des mycoses, parce que l'entrejambe peut devenir très dépoli et ne supportant plus les marques de slip. Donc, il faut faire attention quand c'est comme ça pour réclamer des crèmes pour se traiter. Voilà. Donc, les hommes peuvent aussi se faire un slip, pourquoi pas? Mais bon, moi, je dirais non, c'est pas la peine. Mais il ne faut pas vraiment... Si vous me permettez, maman, moi j'ai une question. Vous avez dit il est préférable de se couper les poils que de les raser. Oui. Et par rapport aux femmes qui s'épilent, est-ce que c'est une bonne méthode également? Non, c'est la même chose. C'est la même chose parce hein. que le poil est mis à nu, mais il faut vraiment faire une bonne asepsie, passer des crèmes après pour pouvoir restructurer la peau et refaire des poils de bonne qualité. Voilà. Donc, l'après-rasage, l'après-épilation, tout ça. Tout ça, c'est pas très recommandé. Oui, Il faut oui. juste mettre ça à ras. Et puis, voilà, penser à vraiment bien utiliser. Il fallait ce qu'il faire faut. cours chez coiffeur. Quelqu'un a posé une autre question pour savoir si, enfin, c'est une marque dont je ne vais pas donner la marque, mais vous savez, comment je vais le dire, tout ce qu'on utilise en tant que femme pour ces savons ou ces lotions que nous utilisons pour les toilettes et tout voilà, ça. pour faire nos toilettes intimes. Est-ce que c'est pareil pour les hommes aussi? Est-ce qu'ils utilisent? Absolument, ils peuvent l'utiliser. Ah bon? Ils peuvent l'utiliser, c'est juste pour l'extérieur. Décaper un peu, parce que le sébum est absolument important à cet endroit-là. C'est comme dans les aisselles, hein, donc ne nous étonnons pas après si nous avons l'impression d'avoir des odeurs. D'accord? En dehors des odeurs particulières d'infection, ne nous étonnons pas d'avoir des odeurs parce que ce sont des zones de drainage. Ce sont des zones d'épuration. Voilà. Du coup, je ne voulais pas lire votre question, mais je vais la lire très rapidement. Ce sont deux questions jointes. Il nous reste 2 minutes, maman. Est-ce qu'il est bon, tant pour un homme que pour une femme, de faire le bain de siège avec la lotion de clou de girofle? Et 2, est-ce qu'il est bon de passer du beurre de karité dans les poils pour les peigner quand on est un homme? C'est mignon. C'est mignon. Non, ça veut dire qu'il prend soin de lui. Non, arrêtez. Oui, quelqu'un. To. Eh bien là, Bobo. To. Monsieur Ataï, sortez. Non, mais pourquoi? Maman, attendez, voilà. Alors, Je pense que c'est une La lotion. attitude. Il faut prendre soin de soi. Non, mais quand Moi, même. je dirais pas non, mais je dis que quelquefois, ces poils-là méritent d'être traités, tout comme les cheveux. On fait des shampoings. Oui. Donc, le sébum ne doit pas y rester. Donc, vous pouvez consacrer une brosse à dents ou un petit peigne. Oui. Peigner, démêler, pas de problème. Avec du beurre de C'est comme karité. les cheveux. Bon, voilà. Avec du beurre de karité. Le beurre de karité, chez nous, il traite la peau, il régénère la peau. Donc, je ne lui dirai pas non. C'est mignon. Alors, clou de girofle, oui ou non? Alors, clou de girofle, c'est un bon antioxydant, aseptisant aussi. Mais je vais faire de la documentation. Je ne peux pas dire. Oui, oui. Allez, 90. 35, 40, 94. Ce n'est même plus la peine de le préciser. Merci beaucoup à chacun. Maman a dit c'est mignon. On ne va rien dire d'autre. Maman traite M. Elias Ataï, donc comprenez la mignoncité ici. Allez, à toute l'équipe qui était avec nous aujourd'hui, on vous souhaite de rester encore et toujours sur la chaîne mère. Bonne chance à tous nos candidats du bac 1 aujourd'hui, encore une fois. Gardez la pêche et la foi et on se retrouve demain. Bye bye.